Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon topo, ça va traiter du centre de Guillain-Barré, qui est spécifié de la prise en charge dans le contexte obstétrical chez la femme enceinte. Et on va commencer tout de suite par un cas clinique. Cette fois-ci, il n'y aura pas de boucle, ça va être à l'ancienne. Alors, levez la main. Donc, c'est une patiente, madame A, 35 ans, qui est enceinte à 38 semaines d'aménorrhée et qui a été hospitalisée fin novembre à la maternité pour des troubles sensitifs et une déplégie faciale d'apparition rapidement progressive. Donc cette première question, donc, quels sont les diagnostics à évoquer chez cette patiente? La myasthénie, le syndrome de Guillain-Barré, l'AVC, la maladie de Lyme ou le VIH. Qui vote pour la réponse A? Moi, je mets tout. La réponse B. Voilà. L'AVC. La maladie de Lyme. Le VIH. Bon, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas mis tout ça. Pour la myasthénie, au final, il y avait peu d'éléments cliniques pour nous orienter vers cette pathologie, semble Guillain-Barré, oui, effectivement. Et l'AVC, en fait, avait déjà été éliminé par une IRM préalable dans un autre hôpital. Et c'était aussi, j'ai mis rapidement progressif, alors que l'AVC, habituellement, c'est plutôt des symptomatologies d'apparition brutale. Bon. La maladie de Lyme, effectivement, les méningoradiculaires infectieuses peuvent avoir ce genre de tableau. Et le VIH, ouais, faut tout donner. Donc, tout d'abord, un petit point de définition. Donc, le syndrome de Guillain-Barré, c'est une polyradiculonévrite aiguë inflammatoire, c'est-à-dire c'est une neuropathie périphérique, déminilisante, multifocale, sensitivo-motrice, qui va toucher toutes les racines nerveuses avec une atteinte spécifique de la myéline. Dans 2 tiers des cas, ce syndrome va être précédé d'un épisode infectieux, plutôt digestif ou respiratoire. Et dans 20-30% des cas, on aura des formes graves qui ont nécessité un séjour en réanimation. Et les formes graves, on le verra, sont surtout impactées par une atteinte respiratoire et une nécessité d'une ventilation mécanique. Un petit point d'épidémiologie concernant la population générale tout d'abord. Donc c'est une incidence surtout peu fréquente, on est à 0,8 à 1,9 pour 100 000 habitants. La population étudiée dans les études que j'ai vues, c'est surtout la population occidentale, donc surtout aux USA et en Europe, donc très peu extrapolable aux populations asiatiques ou au Moyen-Orient ou autres. Ça va être une maladie qui va plutôt toucher les hommes et qui la proportion va augmenter avec l'âge. On retrouve une mortalité autour de 2 à 7% selon les études. Et malheureusement, il y a très peu de littérature concernant la femme enceinte, puisqu'à peine une centaine de cas étaient répertoriés dans la littérature jusqu'à présent. Néanmoins, ce que j'ai pu retrouver, surtout dans quelques études françaises dont je vais vous parler, c'est une fréquence qui semble augmenter au 3e trimestre de grossesse, ainsi que pendant la période du postpartum, pendant les 2 premières semaines. On verra un petit peu après quelques explications qui pourraient nous éclairer sur cette augmentation de fréquence à ce moment-là. Et concernant les données de morbimortalité, elles sont plutôt assez contradictoires. Il y a des premières études dans les années 80-90 qui suggéraient une augmentation des besoins en ventilation mécanique, plutôt autour de 40% chez les femmes enceintes, alors que dans la population générale, on est plutôt autour de 20 à 30%. Néanmoins, c'est à prendre avec des pincettes, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas l'avènement des traitements spécifiques que sont les IGIV et les plasmaphérases. La plupart des études rétrospectives maintenant ne concluent pas une aggravation de la mortalité. Ça, c'était jusqu'à l'année dernière, puisque là, on a eu une étude française qui est parue en 2023 par les neurologues du centre hospitalier universitaire, notamment au Crémer-Bicêtre, qui ont beaucoup participé, qui a étudié une quarantaine, donc c'est une étude rétrospective, qui a étudié une quarantaine de malades atteints d'un syndrome de Guillain-Barré, dont 16 patientes qui étaient enceintes. Et on a l'impression que ces patientes-là étaient quand même beaucoup plus graves, avec une admission en réanimation qui était augmentée, une nécessité de ventilation mécanique accrue, et on observe aussi un retard de délai à la prise en charge. Je vais après vous faire un petit focus sur l'importance du CMV et le rôle de CMV dans le développement du Guillain-Barré, en particulier chez la femme enceinte. Donc, tout d'abord, c'est une infection fréquente chez la femme enceinte, raison pour laquelle les obstétriciens donnent, les gynécologues, les sages-femmes, donnent des règles hygiéno-diététiques à respecter pour les femmes, puisque c'est l'un des pathogènes que la femme enceinte peut attraper. Ce qu'on a retrouvé dans les études, c'est que ce CMV il est davantage retrouvé chez la femme enceinte. Concernant un peu une explication physiologique, en fait, le CMV, par un mécanisme de mimétisme moléculaire, il va induire une réponse immunitaire croisée, puisqu'il y a certains antigènes viraux à la surface du CMV qui vont partager des similitudes structurelles avec certains types de gangliosides. Donc en fait, on va avoir une attaque auto-immune après sur ces nerfs-là. Le CMV va aussi activer les lymphocytes T et B qui vont produire des atteintes inflammatoires au niveau de la myéline et donc avec une démyélinisation.
Ça, c'est pour le côté Guillain-Barré, mais en fait aussi le CMV a deux rôles, donc il y a un risque de transmission verticale vers le fœtus avec un risque de CMV congénital qui est très grave. Et par ailleurs, dans les études, on observe aussi que le CMV donc, semble être associé à des formes plus graves, notamment sur le plan respiratoire, mais aussi avec, on observe un délai de récupération motrice et de troubles sensitifs qui semble allongé chez ces patients. Donc en fait, tous ces éléments nous poussent à dire, et c'est ce qui est revenu dans les études, notamment l'étude française, de l'intérêt de faire une sérologie virale chez des patients chez qui on suspecte un syndrome de Guillain-Barré. À présent, un petit point de physiopathologie, tout d'abord dans la population générale, pour expliquer le syndrome de Guillain-Barré. Donc il y a deux principaux sous-types. Il y a la forme démélinisante, donc c'est la forme un petit peu classique qu'on apprend avec la médiation, c'est une maladie donc à médiation humorale avec les auto-anticorps qui vont attaquer la gaine de myéline. Il y a une deuxième forme qui est surtout liée à Campylobacter jejuni, avec cette fois-ci une atteinte au niveau directement axonal, donc c'est la forme Amann, qui va induire donc une neuropathie axonale motrice pure, donc il y a vraiment un focus donc, sur une atteinte motrice. Donc là, un exemple toujours de physiopathologie avec l'exemple du Campylobacter jejuni. Comment va se passer le développement de syndrome de Guillain-Barré? À la surface du Campylobacter jejuni, il va avoir donc, ce qu'on appelle des liposaccharides, donc c'est finalement des sucres, qui vont être la cible de ces des anticorps. Et en fait, le problème, c'est que ces sucres peuvent être présents à la surface des gangliosides nerveux et vont donc être aussi la cible des auto-anticorps. Donc c'est à peu près finalement le même mécanisme qu'avec le CMV. Et va s'en suivre une activation de la cascade du complément avec, in fine, la création du complexe d'attaque membranaire, donc le CAM, qui va être à l'origine des lésions axonales et des lésions démyélinisantes. Avec ce schéma-là et ces explications-là, on pourrait quand même se dire pourquoi est-ce que tout le monde ne va pas va pas développer un syndrome de Guillain-Barré dès qu'il a une infection comme le Campylobacter jejuni ou à d'autres virus, parce que ce pattern un peu glucidique n'est pas présent à la surface de tous les Campylobacter. Et la deuxième chose, c'est que la plupart des gens en fait, ont un mécanisme d'immunotolérance qui est présent chez eux. Si on applique un peu donc, ces éléments physiologiques-là chez la femme enceinte, tout d'abord, j'ai un peu parlé des modifications physiologiques donc ça, chez la femme, surtout sur le plan respiratoire, puisque ça va être là notre principale problématique. Tout d'abord, on va avoir une réduction de la capacité résiduelle fonctionnelle, en fait, surtout due à l'élévation du diaphragme par l'utérus gravide. Et donc, en fait, chez ces patientes atteintes de Guillain-Barré, cette réduction donc, de la CRF peut aggraver l'hypoxémie et limiter la réserve respiratoire. On va avoir par ailleurs une augmentation de la consommation en oxygène, notamment liée à l'hypermétabolisme, puisqu'il y a un fœtus, ce qui peut donc aggraver l'état de cette patiente. Et par ailleurs, donc on a aussi une hyperventilation physiologique, donc avec une baisse de la PCO2. Et en fait, cette hyperventilation physiologique, elle peut masquer les signes précoces d'insuffisance respiratoire, ce qui peut retarder le diagnostic et augmenter au final la mise en place d'assistance ventilatoire mécanique. Donc ça, c'était la physiologie sur la respiration. Il y a aussi une physiologie un peu immunitaire, ce qui pourrait un peu expliquer pourquoi il y a un rebond en termes d'incidence en postpartum. C'est en fait le rebond immunitaire, parce qu'après l'accouchement, on a une levée de l'immunosuppression donc, qui est relative pendant la grossesse, et ce qui peut expliquer un peu l'augmentation des symptômes. Et par ailleurs, on a aussi un stress maternel qui est beaucoup plus important, donc lié à l'accouchement et aux changements qui en découlent, et qui peut contribuer aussi à l'aggravation immunitaire. Et donc en fait, tous ces éléments physiologiques-là vont nous expliquer après les différents types de complications, donc notamment donc déjà sur le plan respiratoire, comme j'ai dit, on va avoir un syndrome récectif avec une augmentation de la charge respiratoire, une atteinte du diaphragme, des muscles intercostaux, donc des muscles respiratoires au sens large, mais aussi une atteinte des muscles respiratoires secondairement. Donc ça c'est lié aux lésions démyélinisantes spécifiques du syndrome de Guillain-Barré. Et donc, on est à risque de développer une détresse respiratoire qui va être d'origine plurifactorielle. Donc, des troubles cette atteinte de ce syndrome restrictif, la présence d'une toux, les troubles de la déglutition qu'on va retrouver dans le syndrome de Guillain-Barré. Et après, va s'en suivre donc, un risque d'encombrement bronchique avec risque d'atélectasie, de pneumonie d'inhalation et d'hypoventilation alvéolaire. Donc, c'est tout ça qui explique l'augmentation de la recours à la ventilation mécanique, donc le risque d'augmentation de recours à la ventilation mécanique chez les femmes enceintes. On va aussi avoir sur le plan hémodynamique des modifications. Donc on a au cours de la grossesse une augmentation du débit cardiaque, avec surtout une augmentation de la fréquence cardiaque et une diminution de la résistance vasculaire systémique.
ce qui fait que la femme enceinte est très sensible au système nerveux autonome. Et le problème, c'est que au cours du Guillain-Barré, on peut avoir une atteinte dysautonomie qui peut être potentiellement sévère, ce qui va entraîner une instabilité hémodynamique, la fluctuation tensionnelle, donc avec risque d'hypotension, surtout avec nos techniques, avec nos médicaments et nos techniques d'anesthésie. Et deuxième chose, on a aussi la présence donc, du syndrome aorto-cave, donc, qui se caractérise donc, par une diminution du débit cardiaque qui peut monter jusqu'à 30% du cubitus dorsal, donc avec un risque accru à l'hypotension. Donc c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de maintenir une euvolémie au cours de cette pathologie. Et enfin, sur le plan musculaire et du tonus, donc quelque chose qui paraît assez logique, donc le centre de Guillain-Barré va causer une paralysie, une diminution de la force, qui va causer un alitement prolongé chez la femme avec en corollaire une augmentation des risques liés aux complications de difficulté, notamment thromboemboliques, que sont les TVP et l'EP, qui sont assez difficiles à diagnostiquer chez ces femmes qui sont déjà un peu dyspnéiques. Maintenant, sur les complications plus fétales, il semblerait, en tout cas selon les quelques études que j'ai vues, qu'il n'y a pas de transmission directe au fœtus, puisque les auto-anticorps maternels ne vont pas passer la barrière hémato-placentaire. Le risque principal, ça va être celui d'hypoxie fétale. Et jusqu'au pire des cas, un mort fétal in utero en cas d'insuffisance respiratoire maternelle. On va aussi avoir une augmentation du risque d'accouchement prématuré, surtout en cas de syndrome de Guillain-Barré compliqué. Donc ça, c'est suite au stress maternel, à la détresse respiratoire, à l'instabilité hémodynamique. Et il faut faire attention donc, aux triggers infectieux initiales chez le fœtus, notamment, je vous ai parlé du CMV. Il y a aussi des cas, on n'est pas trop concerné, mais des cas de Zika qui peuvent causer des syndromes de Guillain-Barré, donc avec un risque de microcéphalie. Donc toutes ces choses-là peuvent impacter le fœtus. Concernant la mortalité, des données un peu discordantes. Tout d'abord, toujours cette même étude française rétrospective, donc qui retrouve une mortalité de 12,5. Au final, ça reste que 2 cas sur 16 patients. Donc, au final, le premier cas, c'était une infection CMV congénitale, donc gravissime, avec une mort fétale in utero. La patiente, elle n'a pas eu de soucis, mais son fœtus est décédé. Et le deuxième cas, c'est un cas aussi un petit peu compliqué. Un état de HELLP syndrome chez la femme, en plus de son syndrome de Guillain-Barré. Au final, le fœtus est mort, mais en fait, quel est le responsable? Est-ce que c'est le Guillain-Barré ou le HELP? Les auteurs ne concluent pas. Dans une autre étude rétrospective ARDZ, cette fois-ci de 2015, on ne retrouve pas d'augmentation de la mortalité. Uniquement un cas sur une cinquantaine de patientes, il y a eu juste une mort fétale in utero. Cette fois-ci, ça a été secondaire, donc il y a une hypoxie fétale, comme je vous ai décrit, une patiente qui est décédée d'une insuffisance respiratoire. On revient un peu sur le cas clinique de notre patiente. Là, une petite question plus sur la symptomatologie neurologique qui va nous orienter vers un syndrome de Guillain-Barré. Donc la réponse A, question A, pardon, proposition A, qu'est-ce que nous orienter? Des paresthésies d'évolution ascendante débutant habituellement au membre inférieur. B, paralysie faciale centrale droite, la présence d'un signe de Babinski, un déficit moteur qui prédomine aux extrémités, et des troubles de la déglutition. Qui vote pour la réponse A? Qui vote pour la réponse B? La réponse C? La réponse D? Et la réponse E? Ouais, c'est plus ou moins ça. Voilà. Donc les petits pièges, la réponse B et C, c'était, c'est pas une pathologie du système nerveux central, c'est une pathologie du système nerveux périphérique, donc pas de signe de Babinski, pas de syndrome pyramidal. Et la réponse D, c'était un petit piège, ça prédomine pas aux extrémités, ça prédomine en proximal. Donc si on prolonge un peu sur le diagnostic, ça va être assez similaire finalement chez la femme enceinte et chez le tout venant. Donc pour rappel, pour le diagnostic de Guillain-Barré, ça va être une évolution en 3 phases. Tout d'abord, ça va être une phase d'extension. Donc certes, c'est moins de 4 semaines, mais en fait, la plupart du temps, c'est 2 semaines. Et ça va être caractérisé par un syndrome neurogène périphérique. On va s'en suivre une phase de plateau qui va corréler vraiment à la gravité de la maladie. Et enfin, une phase de récupération qui peut durer jusqu'à plusieurs mois. Dans l'étude française, donc rétrospective des neurologues, on voit que les caractéristiques des patients sont assez similaires. On retrouve quand même un retard de diagnostic qui peut être lié à la grossesse. Donc on passe de 9 jours vers 6 jours chez le patient tout venant, puisqu'en fait certains syndromes, notamment sensitifs à type de paresthésie, en fait ont été pris pour des œdèmes des membres inférieurs. Il y a aussi des fatigues inhabituelles, des douleurs musculaires, des dyspnées qui ont été vraiment sous-évaluées dans ce contexte obstétrical et qui ont entraîné un retard de prise en charge. Pour le reste,
C'est une symptomagie donc, classique de centre neurogène périphérique avec des paresthésies, donc d'évolution ascendante, une diminution des rotes, une atteinte dysautonomique, une atteinte des paires crâniennes, donc avec la classique diplégie faciale, et des douleurs qui peuvent être assez handicapantes chez ces femmes. Pour avancer un peu donc, sur la stratégie diagnostique, donc, on va mettre en place chez ces patients. Donc là, en un premier temps, on va donc suspecter le diagnostic donc, sur des symptomatologies cliniques. Et après cette suspicion, on va pouvoir pratiquer un certain nombre d'examens complémentaires. En priorité, on va faire l'EMG, qui est vraiment l'examen clé pour les diagnostics de confirmation. Et la fonction Lambert va pouvoir nous aider pour apporter des arguments supplémentaires. L'EMG, ça va vraiment être la clé de voûte, puisqu'il va permettre de différencier les différentes formes cliniques et d'évaluer la gravité du pronostic. L'APL, en fait, avec un certain cycle clinique, notamment la dissociation albuminocytologique, donc avec une protéinurie élevée et une cytologie ABC, va nous permettre de nous donner un argument supplémentaire. On effectuera aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les sérologies, notamment le CMV. On fera attention à éliminer les différents diagnostics différentiels, notamment les neuropathies carentielles, carence en vitamine B9, B12, sclérose combinée de la moelle, les compressions médulaires, les myopathies, voilà, qui peuvent un peu mimer ce tableau. Et si avec tout ça, on n'a toujours pas un diagnostic clair, on peut s'aider des critères de Brighton ici présents, ou des critères de l'OMS que je n'ai pas pris. À présent, concernant la prise en charge donc, thérapeutique de la femme enceinte qui est atteinte de 62 Guillain-Barré, plusieurs axes. Tout d'abord, la nécessité absolue de transférer la patiente dans une maternité de niveau 3 avec une réanimation néonatale à proximité, puisqu'on a un risque d'hypoxie fétale qui est très grave. On va avoir une prise en charge évidemment multidisciplinaire entre le neurologue, l'obstétricien et l'anesthésiste réanimateur, parce que ça reste une pathologie qui est peu fréquente et on a besoin de l'avis et de l'expertise de tous ces intervenants. Le dépistage précoce d'une dégradation respiratoire va être essentiel. Donc en fait, on va dépister la capacité vitale avec une spirométrie incitative. Dès qu'on aura une diminution de cette capacité vitale en dessous de 60%, ça sera un signe d'alerte pour nous. Et donc, si nécessaire, la patiente sera transférée en réanimation avec les mesures habituelles dans ce cas-là. Et les indications, ça va être donc cette insuffisance respiratoire aiguë, une dysautonomie très sévère, ainsi qu'une aggravation rapide de la symptomatologie qui fait craindre le pire. On initiera aussi très rapidement les traitements spécifiques en commençant par les immunoglobulines IV en première intention, puisque ce sont des traitements dans les études qui ont montré une amélioration du pronostic et une réduction de la symptomatologie. D'autre part, il est clair maintenant que ces molécules sont très... La sécurité est démontrée pendant la grossesse, il n'y a pas d'effet tératogène. Il faudra prendre garde juste à augmenter la posologie de ces IGV, puisqu'on aura une augmentation du volume sanguin pendant la grossesse. En cas d'inefficacité ou de contre-indication, on peut mettre en place des plasmaphérèses qui vont permettre l'élimination des auto-anticorps et des médiateurs inflammatoires. Néanmoins, il y a plus de complications, des risques d'hypotension, des risques de déséquilibre hydroélectrolytique. Donc c'est pas vraiment, et dans les études, ça n'a jamais, c'est surtout les IGV qui ont été étudiés, donc c'est vraiment ces molécules-là qui seront données en priorité. En plus de ces traitements spécifiques, on va mettre en place des traitements symptomatiques qui sont tout aussi importants, notamment l'initiation d'une thromboprophylaxie, donc en priorité par HBPM, en prévention des complications du décubitus, puisqu'on est dans le cas d'une femme enceinte donc qui est alitée, une neuropathie inflammatoire, donc on est à haut risque de TVP et de P. Prise en charge de la douleur, évidemment, toujours, et si nécessaire, les douleurs neuropathiques avec l'initiation de traitements comme la gabapentine ou la prégabaline, et la kinésithérapie respiratoire et motrice aura elle aussi toute son importance. Concernant les particularités obstétricales chez la femme enceinte, donc le suivi sera bien évidemment très rapproché, donc que ce soit par les gynécologues obstétriciens et nous-mêmes, avec des échographies régulières pour évaluer la croissance fœtale et le bien-être, notamment par des Doppler. Le choix entre les différentes modalités d'accouchement, donc entre l'accouchement voie basse et la césarienne, donc ça va surtout dépendre de l'état respiratoire et de la force musculaire de la mère. Donc si la mère est en détresse respiratoire, une dysautonomie sévère, ou qu'elle est complètement paralysée au niveau du bassin, c'est évident qu'on ne s'orientera pas vers l'accouchement voie basse. Si le fœtus montre des signes de souffrance fœtale, on ne s'orientera pas non plus. Évidemment, on discutera avec la patiente de la modalité qu'on envisage. La chose importante quand même à pointer, c'est que le syndrome de Guillain-Barré n'est pas en lui-même une indication à une césarienne.
Ça va vraiment surtout être la force musculaire qu'on va étudier. Et dans la plupart des études que j'ai vues, les patientes ont pu accoucher sereinement en accouchement voix basse, puisqu'ils avaient des contractions du périnée qui étaient conservées. Dernière petite question. Donc ça va être maintenant sur la prise en charge un petit peu anesthésique. Donc pendant l'accouchement, donc quelle prise en charge on peut proposer pour cette patiente? Donc un accouchement voix basse avec péridurale, un accouchement voix basse avec un PCA de rémifentanil, un accouchement voix basse sans prise en charge analgésique, une césarienne avec anesthésie générale et une césarienne avec rachis anesthésie. Qui vote pour la A? Qui vote pour la B? Qui vote pour la C? Qui vote pour la D? Et qui vote pour la E? Bon, là, c'était un petit peu plus mitigé, puisqu'on voit que vous n'êtes pas du tout orienté vers la péridurale et la rachis anesthésie. Alors qu'au final, on pourrait avoir des idées reçues, mais comme je vais vous montrer, en fait, la plupart du temps, ça se passe très bien. Donc là, je vais développer les deux techniques anesthésiques principales, donc que sont l'anesthésie générale et l'anesthésie loco-régionale. Alors même si l'anesthésie générale, ça reste la technique de choix en cas d'urgence vitale, on va la mettre en place en cas de décision de césarienne, par exemple, il y a un certain nombre d'inconvénients. D'abord, on va avoir une contre-indication absolue à la cellocurine, alors qu'on va privilégier les inductions en séquence rapide, puisqu'on a un risque d'arrêt cardio-respiratoire sur hypercalémie, ce qui a été décrit dans de nombreuses études, en fait, puisque dans ces cas de neuropathie, on va avoir une dérégulation haute des récepteurs nicotiniques, avec une augmentation des récepteurs postsynaptiques, donc risque majeur d'hypercalémie. Même si on va utiliser des cureurs non dépolarisants type procuronium, on va aussi avoir un risque de curarisation prolongée, donc il faudra prendre en compte. Et puis chez ces patients de Guillain-Barré, on va aussi avoir un risque de sevrage ventilatoire qui risque d'être compliqué. Donc dans les études, c'est vraiment pas l'option qui est mise en premier, et j'ai pas l'impression que ce soit la meilleure non plus. Pour l'ANR, à contrario, donc elle offre comme grande caractéristique, donc comme grand avantage de permettre un meilleur contrôle analgésique. Concernant les effets hémodynamiques, donc la dysautonomie qui peut un peu effrayer, en fait on peut titrer prudemment les molécules qu'on va utiliser pour limiter ces effets-là, et on va surtout avoir une préservation de l'état respiratoire. Il faudra prendre garde à discuter longuement avec la mère, puisque chez une patiente qui a présenté des épisodes de paralysie, le fait d'avoir une péridurale, ça peut l'angoisser énormément. L'hypotension, ça a été déjà dit. Et il y a un risque théorique d'aggravation des déficits neurologiques. Mais ça, la littérature est en fait beaucoup plus nuancée qu'il n'y paraît. Il y a certains case reports chez la femme qui est atteinte du centre de Guillain-Barré qui vont noter une dégradation neurologique en postpartum. Il y a ce premier cas là, qui date de 2004, une patiente qui a eu une anesthésie péridurale avec de la ropivacaïne et du sulfentanyl, mais qui a présenté rapidement un bloc sensitif et moteur, ainsi qu'une dégradation neurologique en postpartum. Et les auteurs notaient une baisse d'efficacité notable des IGIV en comparaison à la grossesse. Ils se sont dit que c'est probablement l'anesthésie péridurale. Un autre cas, qui est cette fois-ci beaucoup plus récente, une patiente qui est elle aussi, en plus de son syndrome de Guillain-Barré, avait une prééclampsie avec décision d'une césarienne. Ils ont réalisé une PRHI combinée avec de l'abupie, du sulf et de la morphine. Et en postpartum, on a une réduction de la force musculaire majeure, une oxygénorequérance avec une détresse respiratoire. Pour ce deuxième cas, on peut déjà se questionner de la pertinence et du choix de la morphine, parce que c'est des patientes qui ont un état respiratoire précaire, donc ce qui peut un peu les fragiliser. Et on peut se demander, en fait, pour ces deux cas, est-ce que c'est vraiment l'anesthésie péridurale qui est en cause, ou est-ce que c'est pas lié au rebond immunitaire du postpartum que j'ai déjà décrit plus haut, puisque dans une autre étude rétrospective qui a étudié un bien grand nombre de patients, donc 140 patients, qui avaient une atteinte du système nerveux central ou périphérique, pas uniquement des Guillain-Barré, pas des femmes enceintes forcément, mais on étudiait, c'est des patients qui ont bénéficié d'une anesthésie péridurale. Et on essayait de voir est-ce qu'il y a une augmentation, une aggravation des déficits neurologiques. Eh bien, aucune de ces patients-là n'a eu une aggravation des déficits neurologiques. Donc c'est des données qui pour nous sont quand même assez rassurantes. Néanmoins, en cas de poussée très évolutive, il faut adopter une étude prudente, donc discuter avec le neurologue, et on peut évoquer d'autres alternatives, donc comme la PCR rémifentanil que vous avez proposée, qui a l'avantage d'être une molécule à demi-vie courte, qui est éliminée très rapidement par le fœtus, mais qui a quand même une efficacité assez modeste sur l'analgésie. Pour information, pour notre patiente, elle a bénéficié, donc après discussion, d'une anesthésie péridurale, et il n'y a eu aucune complication à noter au décours.
Donc, en conclusion, donc, le syndrome de Guillain-Barré, c'est une pathologie assez rare, avec un retard de diagnostic qui peut être assez fréquent, du fait des symptômes qui peuvent être peu spécifiques. Il va être nécessaire donc, de dépister et de suivre les critères de gravité, notamment respiratoires, mais aussi hémodynamiques, donc liés à la dysautonomie, avec au moindre doute un transfert en réanimation. Transfert aussi de la patiente dans une maternité de niveau 3, avec initiation des traitements spécifiques que sont les IGV, la plasmaphérèse, mais les IGV en première attention. Le choix de l'accouchement et de l'anesthésie sera individualisé, même si on privilégiera un accouchement en voie basse, comme je vous l'ai dit, et l'anesthésie péridurale autant que possible. Et une surveillance rapprochée en postpartum, donc surtout pour dépister les complications du décubitus, notamment thromboembolique, sera essentiel. Au total, il n'y a pas de recommandation claire de la prise en charge de Guillain-Barré chez la femme enceinte dans la société savante. Donc il faut adopter une approche personnalisée et avoir une discussion pluridisciplinaire entre les intervenants. Voilà.